Gueule Moyen-Orient sont heureuses de vous retrouver comme tous les soirs. Bonsoir à tous. 1 heure pour débriefer ensemble l'actu de ce mercredi 27 janvier. Et voici les thèmes de nos débats. L'ONU hausse le ton. Israël doit faciliter la vaccination des Palestiniens. Aucun vaccin n'a été fourni, disent les Palestiniens. Accusation fausse et grotesque, répond Israël. Mais est-ce le rôle de l'ONU de se mêler des politiques nationales de vaccination? Débat dans un instant au pays de Bibi. Israël ne restera pas sans défense face à ceux qui cherchent à le détruire. À l'occasion de la journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah, Benjamin Netanyahou seul alerte, en ligne de mire l'Iran. Mais doit-on prendre au sérieux cette menace d'une Shoah provoquée par Téhéran? Ce sera notre débat diplomatiquement incorrect. Nous parlerons aussi de ces mots tagués sur le mur des noms du mémorial de la Shoah à Paris. Ouïghour 2021 égale Juif 1941. Peut-on vraiment mettre sur un même niveau tous les crimes de l'histoire? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous la poserons également à notre invité du Grand Oral ce soir, le père Patrick Desbois. Vous le connaissez pour ses enquêtes sur la Shoah par balles. Aujourd'hui, il sort un livre sur les esclaves des temps modernes, les Yézidis. Et bonsoir à tous, bonsoir Noémie Aliwa, bonsoir à nos grandes gueules de ce soir, bonsoir Daniel Cheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France, bonsoir Meir Habib, député UDI des Français de l'étranger, un salut également à nos grandes gueules en direct avec nous depuis Paris, bonsoir Jean-Pierre Elkabbach. Bonsoir. Éminent journaliste politique sur CNews tous les dimanches en ce moment à 19h avec Repère. Et bonsoir Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine. Frédérique, vous étiez avec nous la saison dernière dans nos conversations et je suis très heureux de vous avoir avec nous de nouveau ce soir pour cette nouvelle formule, les grandes gueules Moyen-Orient. Et tout de suite, si vous le voulez bien, partons au pays de Bibi. Et pendant que le monde entier est dans une course contre la montre pour se procurer un vaccin contre le Covid, un pays, un seul, semble attirer le courroux de l'ONU. Et je vais vous surprendre, roulement de tambour, ce pays c'est Israël. L'Organisation des Nations Unies exhorte Israël à faciliter la vaccination des Palestiniens. Surprise des Meir Habib. D'abord les détails avec vous, Noémie Aliwa. Exactement. Comme de coutume, l'organisation tape Israël sur les doigts. Le coordinateur de l'ONU pour le Proche-Orient s'est exprimé ce matin lors d'une vidéoconférence du Conseil de sécurité et il a appelé Israël à faciliter la vaccination des Palestiniens. Il allait dans le sens du ministre palestinien des Affaires étrangères qui se plaignait de l'absence d'aide d'Israël pour gérer cette crise. Ce sont des condamnations qui sont récusées totalement par l'État hébreu. Gilad Erdan, l'ambassadeur israélien à l'ONU, a jugé ces accusations fausses et grotesques. Il a rappelé que ces 6 derniers mois, Israël a aidé les Palestiniens à former du personnel médical et leur a fourni des équipements essentiels. De même que depuis le départ, l'autorité palestinienne fait part de son intention d'acheter des vaccins, dont le russe Sputnik, qui doivent être livrés d'ici fin mars. Gilad Erdan a également rappelé que selon les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne est responsable des soins de santé de sa propre population. Alors, il y a 2 questions en une ce soir. D'abord, est-ce que c'est le rôle d'Israël de vacciner les Palestiniens? Et puis, est-ce que c'est le rôle de l'ONU également de se mêler des politiques de vaccination des différents pays? Meir Habib, à la première question d'abord. La réponse aux 2 questions, c'est non et non. Ça ne veut pas dire qu'Israël ne peut pas le faire. Mais est-ce qu'Israël a des vaccins en trop pour le donner aux Palestiniens? Je ne crois pas. Vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui contactent les Israéliens actuellement pour avoir des vaccins. Netanyahou est numéro 1 au monde. Mais je voudrais savoir l'ONU. Est-ce que l'ONU, par exemple, dit quelque chose quand, ces dernières semaines, le chef de l'autorité palestinienne est en train de donner des pensions? J'ai eu Benjamin Organ ce matin qui était à la Cour suprême. On a massacré sa femme, on a défiguré sa femme, Esther Organ, une Française. Alors Israël devrait en plus leur donner des... Et aujourd'hui, l'autorité palestinienne donne tous les mois une pension à tous les terroristes. Est-ce que vous savez, Benjamin Petrovert, qu'il y a quelques mois, l'autorité palestinienne a refusé de l'aide médicale parce qu'elle arrivait de Ben Gurion. Il ne fallait pas qu'elle arrive directement d'Israël. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu au début un refus palestinien de l'aide médicale israélienne. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'humainement, si jamais un Palestinien est un Palestinien, mais la priorité des Israéliens, et les Français, on n'arrive pas, nous, à être vaccinés actuellement. Il manque des vaccins. Donc Israël serait responsable des vaccins palestiniens, comme l'a parfaitement dit Erdan. Par rapport à Oslo, Israël n'a aucun devoir par rapport selon les accords d'Oslo, que la gauche aime tellement, on va dire comme ça. Daniel Cheikh. Je peux poser la question différemment? Allez-y.
Je veux laisser de côté la question, est-ce qu'Israël a une obligation de le faire? Parce que là, on est sur le terrain, territoire occupé, pas occupé, accord d'Oslo, qui, du coup, Gilad Erdan est grand amateur des accords d'Oslo. Il n'y a pas amateur, c'est un accord signé. D'accord, mais on nous rabâche cet accord depuis 30 ans. Mais la plupart du temps, Gilad Erdan est plutôt contre les accords d'Oslo, alors maintenant, il a raison, d'accord, c'est des accords qui ont amené la guerre. Je veux poser la question différemment. Est-ce que ce serait dans l'intérêt d'Israël d'aider les Palestiniens à se vacciner? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Covid-19 ne respecte pas la ligne verte. Ça, c'est ne vrai. respecte pas. Mais ils ont demandé des vaccins russes, les Palestiniens. Ils ont demandé, ils n'ont pas d'autre choix. Alors, je vais rassurer Danishek, jamais les Palestiniens n'ont eu autant d'aide que les Israéliens actuellement. Mais je vous ai laissé terminer votre mot, Daniel, on va entendre parler. Un mot. J'ai parlé à un responsable palestinien, qui n'est pas responsable aujourd'hui, mais qui est un expert de santé publique. Et il m'a dit, on a demandé des vaccins à tout le monde. Celui qui va arriver en premier, on va le payer. D'ailleurs, ils ont les moyens de payer. Je me demande simplement, est-ce que ce ne serait pas dans l'intérêt d'Israël d'utiliser les beaux contacts incontestables de Benjamin Netanyahou, qui est arrivé à fournir à Israël des quantités inimaginable de vaccins, d'essayer de faire un effort, pas pour faire plaisir aux Palestiniens, mais pour aider l'arrêt de la circulation du virus chez nous, parce que le virus ne va pas s'arrêter sur la ligne verte. Aussi en Israël, et donc ils peuvent aussi contaminer les Israéliens. À Paris, comment vous analysez ça, Jean-Pierre Elkabbach? Est-ce que c'est le rôle de l'ONU d'interférer dans les politiques vaccinales de chaque pays? Ça, je le conseillerais pas. Parce que, même vous en France, ça pourrait poser des problèmes, vu les retards de vaccination. Et je ne comprends pas pourquoi on perd son temps à parler de l'ONU et en même temps d'un coordinateur de l'ONU. Je ne comprends pas qu'on accorde autant d'importance à une organisation qui est sclérosée, bureaucratique, à bout de souffle et sans influence. C'est un coordinateur. Mais vous savez, entre nous, qu'il y a déjà des commissions pittoresques aux Nations Unies, comme celle de la défense des droits de l'homme, et qui est dirigée, dans la plupart des cas, par des pays qui pratiquent la torture et la mort ou la lapidation. Donc, non, il faut l'écarter. Cependant, que les Israéliens aient la priorité, c'est normal. Mais d'autre part, comme le disait Daniel Sheikh tout à l'heure, le virus, on ne l'arrête pas, ni vous, ni nous. Et dire on n'aide pas les Palestiniens, en l'occurrence, et je pense que c'est une erreur parce qu'il faut le faire dans l'intérêt des Israéliens. Dans l'intérêt des Israéliens pour éviter la contagion, la contamination. Pardonnez-moi, Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas dire non, on les aidera pas, c'est dire simplement, ils ont adopté aussi leur propre politique vaccinale à un moment, en choisissant les vaccins russes, et maintenant que ces vaccins sont en retard, mais ce n'est pas vrai. Ils font appel et ils disent, regardez, Israël ne nous aide pas. Ce n'est pas vrai, c'est une information fausse. Jean-Pierre. Laissez-les. Oui, laissez-les s'enfermer dans leurs erreurs s'il y a d'erreurs. Mais prenez l'intérêt national israélien. Vous voyez bien, j'ai entendu à l'instant que vous avez tant de milliers de morts, que vous avez le confinement qui va être prolongé de quelques jours, et en même temps vous avez la vaccination exemplaire à l'échelle du monde. Et pourtant le virus continue. Essayez de le stopper de cette manière, je veux dire, intéressée. Et puis, entre nous, l'ONU, vous ne croyez pas qu'il devrait s'intéresser à la vaccination en Asie ? En Chine, bon, les Chinois s'en occupent, mais en Asie, en Inde, qui est paralysée par les castes, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait que l'ONU s'intéresse de ce qui se passe dans les camps avec les Yazidis, dont parla tout à l'heure le père Desbois, qui s'intéresse à la progression de Daesh en ce moment même dans cette région du monde et dans ces camps? L'ONU a du travail. Non, mais il a une seule obsession, c'est Israël. Mais à mon avis, il faut la réorganiser, la réformer et l'adapter. Et il faut l'adapter pour qu'elle s'occupe de ces oignons, de ces affaires, l'adapter à un monde qui est chaotique. Mais Habib, ça c'est indispensable. Il faut la réorganiser. Mais Habib dit qu'il y a une obsession israélienne à l'ONU. Frédéric Bedos, vous estimez au contraire que l'ONU est dans son rôle quand elle fait ça? Oui, je pense que l'ONU est totalement dans son rôle. Je pense aussi que si rien que le fait qu'on en parle ce soir montre bien que l'ONU reste quand même une voix qui a une grande résonance à l'international. Et donc évidemment qu'elle est là pour essayer de mettre en lumière et de favoriser un certain esprit de solidarité face à une crise qui est en train de faire basculer complètement le monde entier. Je viens d'entendre l'ONU n'a qu'une seule obsession, c'est Israël. Je pense que là, pour le coup, sans doute,
doute que si l'ONU met un axe... Voilà, donc je pense que si là, l'ONU décide de mettre un accent particulier sur ce territoire, c'est justement parce que vous êtes tellement bon, vous êtes tellement efficace, vous avez une politique vaccinale juste extraordinaire. C'est une manière de voir les choses. Vous avez une logistique incroyable, etc. Non, mais ce qui est C'est une incroyable, manière de voir les moi choses. j'aimerais bien que l'ONU... Mais pourquoi je... Non, mais attendez, laissez-moi... Allez-y, Laissez-moi Frédéric. continuer, on vous c'est laisse. juste pour vous dire que, effectivement, peut-être que l'ONU n'est pas en train de taper sur les doigts de l'Inde, etc., mais parce qu'ils voient bien que c'est la désorganisation totale, et donc ils ont déjà tellement de chats à fouetter, comment voulez-vous qu'ils aillent leur dire, et maintenant, il faut aussi vous préoccuper des voisins, etc. Mais d'abord qu'ils fouettent justement les chats qui méritent d'être fouettés. En revanche, en Israël, ça se passe très très bien et donc ils essayent de sonner la tirette d'alarme tout de suite pour dire n'oubliez pas vos voisins directs. Et là où je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le plateau à côté de vous, Benjamin, c'est aussi que c'est votre intérêt parce que ce qui est intéressant avec une pandémie, c'est qu'effectivement, elle n'a pas de frontières et en fait, ça ne sert à rien de la jouer perso dans son coin. En fait, on a toujours finalement des répercussions et donc un effet backlash. Donc on a tous intérêt, d'une certaine manière, à essayer de se serrer les coudes. Et donc, ayant un ennemi commun, c'est le Covid. C'est peut-être une occasion pour Israël et la Palestine d'avoir quelque chose de nouveau dans sa façon de communiquer et de créer une nouvelle relation, peut-être. Ça veut quand même dire, mais ça veut dire dans cette déclaration de l'ONU quand même que l'ONU considère qu'Israël et les Palestiniens, c'est la même entité. Alors que normalement, chacun avait sa liberté d'exercer. Mais quand ça les intéresse. L'autorité palestinienne est Israël, médicalement parlant. Non, Benjamin, ce n'est pas. C'est le sous-entendu, on peut être d'accord ou pas d'accord. Le sous-entendu, c'est que c'est un territoire occupé. Et donc, c'est l'occupant qui a la responsabilité de la population. C'est là-dessus le débat. Mais si j'avais un conseil à donner aux Palestiniens, si j'avais un conseil à donner aux Palestiniens, c'est de dire à l'ONU de ne pas se mêler. Parce que l'expérience dans cette région, c'est que là où les Nations Unies mettent les pieds, ça bloque, ça n'aide pas. Et d'ailleurs, le même responsable que j'ai cité tout à l'heure n'était pas du tout enthousiaste d'apprendre que l'ONU voulait se mêler. Je pense que c'est quelque chose qui doit se régler entre les deux parties intéressées, les Israéliens et les Palestiniens. Moi, ce que j'aurais aimé, si jamais les Palestiniens veulent l'aide d'Israël, il y a une adresse, ils peuvent nous demander. Une seconde. Frédéric, je vous parle dans un instant. À ce stade, les Palestiniens, ils peuvent demander de l'aide à Israël. La première des choses qu'ils auraient peut-être à faire déjà, c'est par exemple de rapatrier les corps de soldats qui détiennent depuis des années et des années des corps de morts. Là, ils demandent des vaccins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arrêter de financer le terrorisme. Mais au-delà de vous dites quitte à se mêler mais au-delà de ça, je peux vous garantir que jamais la coopération israélo-palestinienne sur ces questions Covid n'a été aussi bonne, contrairement à ce que pense l'ONU. Et contrairement au reportage de France Inter ou fake news qui ont été revus, y compris par le CSA, parce qu'il y a eu des articles scandaleux à charge contre Israël par rapport au Covid, de vos confrères de la télé, des chaînes publiques en France. France Inter qui disait Israël refuse de vacciner les prisonniers palestiniens. Tout ça, c'est des fake news. Israël refuse de vacciner les prisonniers. Les Palestiniens ont acheté leur vaccin. Ce qui est tout aussi idiot que de ne pas vacciner les Palestiniens. C'était est-ce qu'une prison est un cluster C'était par rapport à cette question-là, pas au fait qu'ils soient les prisonniers palestiniens ont été vaccinés. Là, ce serait peut-être un bien de le dire, parce que tout le monde a hurlé. Les prisonniers palestiniens ne sont pas vaccinés. Maintenant qu'ils sont tous vaccinés, personne ne dit plus rien. Les prisonniers palestiniens sont vaccinés en Israël, alors que chez nous, en France, et là, c'est en Europe, à part les plus de 75 ans, personne n'est encore vacciné. Et il manque des vaccins. Je vais vous dire, je vous le disais tout à l'heure encore une fois, du monde entier, les gens appellent aujourd'hui Benjamin Netanyahou pour qu'il leur cède des vaccins. Oui, mais ce ne sont pas tous nos voisins immédiats. Donc, mais l'incidence du virus en France sur Israël est minimale. L'incidence du virus à Naplouse sur Israël est énorme. C'est ça la différence. Nous vivons ensemble. C'est aussi une conclusion importante. Personne ne souhaite que les Palestiniens ne soient pas vaccinés. Mais Ravid, voilà. C'est aussi une conclusion importante de dire que c'est aussi dans l'intérêt d'Israël, parce qu'il y a une grande porosité aujourd'hui. Il y a les ouvriers palestiniens qui travaillent en Israël, sur les chantiers qui, on le rappelle, en cette période de confinement, puisqu'Israël est confiné, les chantiers se poursuivent notamment avec des ouvriers palestiniens. Et donc, si on veut ralentir la pandémie de part et d'autre, il faut que tout le monde soit vacciné. Et on a parlé vaccin, et bien maintenant, on va continuer à parler de ce Moyen-Orient absolument bouillonnant. Alors vous allez me dire, c'est un serpent de mer, mais mois après mois, Israël et l'Iran s'invectivent par médias interposés. Ces dernières semaines et
avec les nouvelles alliances conclues par Israël. Le ton monte et désormais, Noémie Laliwa, ce n'est plus Israël face à l'Iran, c'est toute une partie du monde arabe face à l'Iran, et ça c'est un changement. Exactement, Benjamin. Le ton monte déjà depuis des années, mais encore plus depuis les fameux accords d'Abraham qui ont acté donc le rapprochement d'Israël avec certains pays du Golfe. Et c'est dans ce prolongement que pas plus tard que ce matin, eh bien, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont appelé à une meilleure coordination avec Israël, notamment pour faire pression sur la nouvelle administration américaine au sujet du nucléaire iranien. Autre événement, il y a quelques semaines, le Qatar, qui a longtemps été l'allié de l'Iran, a enterré la hache de guerre avec l'Arabie saoudite. Après 3 ans et demi de brouille, les deux pays ont annoncé l'ouverture des voies aériennes et des frontières terrestres et maritimes. C'est un rapprochement qui pourrait encore plus isoler l'Iran. Citons aussi le fait que les États-Unis envisagent d'ouvrir de nouvelles bases militaires en Arabie saoudite. Cela permettrait aux forces américaines de surveiller cette voie maritime cruciale qui a été attaquée à maintes reprises dans le passé par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par Jean-Pierre Elkabbach à Paris. Parce que Jean-Pierre, il y a quelques semaines, vous étiez avec nous dans une émission. On parlait déjà de la menace iranienne. Mais là, cette fois-ci, on a des paroles, mais on a aussi des actes de part et d'autre. D'abord, je souligne encore cet accord, cet élément qui a rapproché l'Égypte, les pays arabo-musulmans, ceux que l'on vient de citer aujourd'hui, de l'État d'Israël. C'est l'élément principal, c'est la lutte contre les terroristes et en même temps la lutte contre l'État terroriste, comme disait Shimon Peres, qu'est l'Iran. Ce sont des alliés d'opportunité, peut-être même de nécessité, et si vous voulez, ça peut s'appeler un front. Pour les dirigeants, je pense que cette alliance, elle est soudée comme un ciment par la haine et les menaces de l'Iran à l'égard d'Israël et aussi de la Turquie, que je n'oublie pas. Vous avez parlé de bases aériennes. D'abord, il y en a une immense au Qatar. Et on peut se réjouir que le Qatar et l'Arabie saoudite se soient réconciliés et qu'ils aient arrêté l'embargo que faisait l'Arabie saoudite sur le Qatar. Il y a une grande base. Mais ça dit quoi, Jean-Pierre Elkabbach? Ça dit quoi ces bases qui désormais sont installées, bases américaines en Arabie saoudite, ça veut dire, visées vers la mer Rouge et le côté iranien? Pardon, ça sent les bigotes. Mais d'accord. Mais il y a un élément. Non, c'est un élément. Bon, c'est de la dissuasion. Personne ne veut aller à la guerre. Mais il faut rappeler qu'il y a une base américaine depuis 1983, qu'elle fonctionne depuis 1990, c'est-à-dire depuis 30 ans. Elle s'appelle Escan Village Compound et elle a donc ce nom. Et si les Américains veulent l'agrandir, l'élargir, ils le font, ils la dotent des armes sophistiquées, mais pas pour autant pour aller faire la guerre. C'est une manière de dire à l'Iran, soyez sages, nous sommes là. De la même manière, les déclarations que j'ai entendues tout à l'heure. Est-ce que vous considérez comme d'Israël, Netanyahou, il a raison. Aujourd'hui, c'est le jour international de la mémoire de la Shoah de ces millions de Juifs. L'Iran est un État antisémite, négationniste, qui organise chaque année, Benjamin Petrover, un concours de caricature sur la Shoah. L'Iran pense les homosexuels. L'Iran lapide ses femmes adultères. L'Iran est un régime homophobe. L'Iran est un cancer du Moyen-Orient qui Je pense qu'il n'y a pas autour de cette table quelqu'un qui aime l'Iran, donc c'est pas la peine de... Qui veulent justement détruire l'État d'Israël. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui... Mais d'abord, là, ce qui m'inquiète aujourd'hui... Et les faits que l'on observe depuis quelques jours, d'un camp comme dans l'autre. Je vais vous dire, c'est très simple. Notre Premier ministre a de très très beaux yeux, mais ses yeux ne sont pas la raison essentielle pour laquelle... Une seconde, elle vient. Les yeux ne sont pas, les beaux yeux du Benjamin Netanyahou ne sont pas la raison principale pour le revirement des pays du Golfe. C'est l'Iran. C'est le catalyseur des accords d'Abraham, pas le résultat des accords d'Abraham. La coordination sécuritaire avec ces pays a existé bien avant les accords d'Abraham. Pourquoi vous entendez le bruit? Ma question, est-ce que c'est des bruits de bottes ou de la dissuasion? Non, c'est de la dissuasion. C'est de la dissuasion, je ne vois pas du tout, certainement pas l'administration. Vous avez écouté le chef d'état-major hier, Kochavi? Est-ce que vous avez écouté le chef d'état-major? Oui, j'ai écouté le chef d'état-major. Il parle très peu, c'est un immense officier de Tsahal. Il a pris ses responsabilités hier. Et il a dit qu'Israël ne laisserait en aucun cas, c'est pas un politique, l'Iran avoir un programme nucléaire. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire un bruit de bottes. Ni revenir à l'accord qui a été
à l'époque rendu caduque par l'administration Trump. Personne ne veut revenir au même accord. Personne ne veut revenir au même accord. On a été le plus sceptique par rapport à cet accord, et Laurent Fabius a beaucoup fait pour faire que l'accord soit un peu meilleur. Mais cet accord est un mauvais accord. Alors, et les Israéliens vous avez parlé de la phrase de Kochavi, mais il y a aussi côté iranien. Et regardez, écoutez ces dernières déclarations. Tout le temps. Côté iranien. Mais non, là, ça va de plus en plus loin. Si Israël commet une erreur contre l'Iran, Téhéran frappera Haïfa, frappera Tel Aviv dès que possible. Ils n'arrêtent pas de Frédéric meubler, Bedos, hurler, ça fait des mois, des années qu'on n'arrête pas de les entendre. Est-ce qu'on doit dire simplement parole? Ouais, bah. Frédéric. C'est à moi que vous adressez? Non, Frédéric Bedos. Ah bon. Oui, écoutez, évidemment. Oui, écoutez, c'est clair que le ton monte, c'est toujours l'escalade dans les mots. Ça fait très très longtemps que ça dure. La réalité de terrain en Iran, c'est que cette république islamique, elle est au bord de s'écrouler en vérité. Et toute la description que vous venez de faire sur justement l'homophobie, tous les droits qui sont complètement bafoués dans ce pays, justement, pensons à la population. C'est-à-dire vous avez un guide suprême, un pouvoir qui est donc islamique, radical, très violent et qui tient comme ça sa population dans des règles de vie qui sont complètement d'un autre temps. Et en vérité, la population iranienne n'en peut plus de ce régime. La jeunesse, je vous en parle même pas. Et donc, en fait, ça tient plus qu'à un fil. En plus, là, aujourd'hui, il y a le coronavirus qui vient s'ajouter à cela. Donc, sur un pays qui est déjà, dont le quotidien est dégradé. Et donc, en vérité, j'ai l'impression qu'il manque plus grand-chose pour que ce régime véritablement soit mis à bas. Donc, maintenant, à nous de voir de quelle manière est-ce qu'on veut continuer de faire de la politique politicienne ou est-ce que justement on veut s'adresser aux populations. Moi, vous savez, je repense très souvent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, il y avait eu une campagne dans les réseaux sociaux qui s'était faite spontanément où justement les populations israéliennes et les populations iraniennes s'envoyaient des messages, des photos avec vraiment des messages d'amitié, de vouloir la paix, etc. Parce que justement c'est le un peu ton fleur montait bleue, pardon, entre les dirigeants. un peu fleur bleue, les populations, elles Quand on veulent voit la ce qui se paix. passe ici. Mais là, il me semble qu'on oublie quand même un Oui, élément. mais écoutez, Oui, vous savez, à un moment, remettre l'idéalisme au cœur de la démocratie, Ah, mais de ça, la ça- diplomatie. on voudrait vous croire. C'est très important. Il y a quand même Si quelque on chose qui a oublie changé. l'idéalisme, il ne On faut pas oublie s'étonner qu'on a des bruits de l'administration bottes, les amis. Biden. Absolument. On oublie l'administration Biden Absolument. qui Et promet moi, ce une qui m'inquiète renégociation aujourd'hui, des accords, je suis très qui promet inquiet. tous les compromis. Ça va forcément faire basculer quelque chose Le dans problème, cette c'est que dynamique de l'administration Biden est composée par 50% d'anciens de l'administration Obama. C'est eux qui ont fait ce mauvais accord. bien sûr. C'est eux qui sont les signataires. Donc, c'est se dédire. Mais alors, peut-être qu'ils vont ouvrir les yeux. Parce que c'est l'intérêt du En monde tout cas, ils sont libre prêts à tous de les l'Europe, et y compromis, compris ça peut changer la donne. aujourd'hui. Jean-Pierre Elkabbach, je veux réagir. Et cher Meir Habib, il faut s'habituer maintenant à l'idée qu'il n'y a plus Donald Trump, qu'il est Je parti sais que vous l'aimiez avec beaucoup. 74 Je sais que millions vous l'aimiez beaucoup, d'électeurs pour lui, etc. Mais la victoire, Mais moi, la je voudrais lui victoire rendre hommage à Trump. de Joe Biden. Mais je comprends les inquiétudes, les doutes, les angoisses même des Israéliens. Mais les Israéliens ont les moyens de renseignement, de frappe pour quiconque pourrait bouger. Pour moi, l'État d'Israël et son peuple et son armée n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas à avoir peur, ils savent qu'ils n'ont pas peur. Le reste, c'est de l'agitation. Et je suis tout à fait d'accord. Il faut arrêter avec cette obsession répétitive, j'ai envie de dire hebdomadaire, de la guerre, etc. Elle n'a pas lieu depuis 30 ans. Je vous l'ai dit l'autre jour, Shimon Peres disait c'est notre ennemi. Il n'y a pas eu de guerre. Elle n'aura pas lieu, mais il faut, par tous les moyens, l'éviter. Et entretenir un état d'esprit belliqueux, à mon avis, c'est rendre service à personne. Et surtout pas, comme l'a dit Frédéric, à toute cette jeunesse, à ce peuple iranien qui n'en peut plus, qui souffre et qui rêve Jean-Pierre, d'ouverture, donc il faut de changer de modernité, régime. Il a été écrasé de dans nouvelles le sang lors des technologies. dernières Changer de manifestations. régime. Jean-Pierre, je vous redonne la parole dans un instant. C'est Je vous parce qu'on redonne est la parole dans un instant. J'ajoute. Jean-Pierre, je vous redonne la parole dans un instant. On doit lancer la pub. On se retrouve dans quelques instants tous ensemble. Et on va reparler également de ce langage utilisé par l'Iran en cette journée très particulière de commémoration des victimes de la Shoah. Et on va voir que c'est aussi une manière utilisée par Téhéran pour faire peur à Israël. Nous vous avons posé également une question aujourd'hui sur notre page Twitter. Ouïghour 2021, est-ce les Juifs de 1941 ? C'est ce tag que l'on a vu affiché aujourd'hui sur le mémorial de la Shoah. On en parle dans un instant avec le père Patrick Despots.
Seconde partie de nos grandes gueules Moyen-Orient. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, Noémie Alioua. Et ce soir, Daniel Chek, Meir Habib. À Paris, Jean-Pierre Elkabbach et Frédéric Bedos qui sont également avec nous. Nous parlions juste avant la pause de ces paroles. Alors certains disent bruit-de-botte, d'autres disent simplement menace, des uns par rapport aux autres. Mais nous allons un petit peu avancer, si vous voulez bien, les uns et les autres. On parlait de la menace iranienne. Cette menace iranienne, elle est aussi marquée par des mots forts en symbole. Et en cette journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, nous ne pouvons pas passer à côté de ces fameux mots utilisés. Parce que Noémie Alioua, très régulièrement, Téhéran fait appel au vocable de la Shoah pour menacer de rayer Israël de la carte. Exactement, ils sont coutumiers de la contestation du génocide juif. Souvenez-vous, en 2006, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait qualifié la Shoah, je cite, de mythe. Il avait organisé à Téhéran une conférence sur ce thème qui avait rassemblé le gratin des négationnistes du monde entier, dont le français Robert Faurisson. La même année, un concours de caricature était organisé sur le sujet. Il récompensait d'un chèque de $12 000 le meilleur dessin niant l'existence de la Shoah. En 2009, le porte-parole du gouvernement iranien avait qualifié la Shoah de gros mensonge, créé selon lui pour instaurer l'État d'Israël au Proche-Orient. Du côté d'Israël, justement, eh bien, certains comparent la menace iranienne au régime nazi. C'est le cas de Benyamin Netanyahou qui le justifie notamment par le fait que Téhéran menace par son programme nucléaire et balistique l'existence même de l'État hébreu. Alors écoutons justement ensemble les déclarations de Benjamin Netanyahou, c'était aujourd'hui. L'antisémitisme existe en Occident et dans le monde en développement à l'Est. C'est la politique officielle du gouvernement de la République islamique d'Iran, qui dit sans hésitation et fièrement, jour après jour, notre objectif est d'assassiner 6 millions de juifs supplémentaires, d'éradiquer l'État juif d'Israël. Bon, Jean-Pierre Elkabbach, pendant que Noémie parlait, on vous entendait au loin dire « il nous embête encore avec 2006 ». J'aimerais vous dire, ça dure depuis 2006. Oui, mais d'accord. Mais vous savez, le peuple iranien s'est débarrassé par des élections. Et moi, j'entends Meir Habib. Alors, le peuple... Comment ? Allez-y, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous dites ? Parce que le peuple iranien s'est débarrassé lui-même d'Ahmadinejad que vous citez. Il s'en est débarrassé par des élections plus ou moins truquées, mais il s'en est débarrassé. Et c'était lui qui organisait en réalité ces expositions qu'on avait trouvées au moment de l'occupation des nazis. La menace, c'est la même. Ils veulent détruire Israël. Mais ce sont des propos... Ils veulent une bombe atomique islamique. Ce sont des propos ridicules. Mais vous savez... c'est des propos ridicules. Moi, dans l'histoire, j'ai appris... Et Hitler aussi, on lui propose... Jean-Pierre Elkabbach. À Hitler aussi en 33, 34, 35, y compris les accords de Munich, on lui propose des propos ridicules. Moi, j'ai l'habitude dans l'histoire, quand quelqu'un dit qu'il veut nous détruire, de faire attention à ce qu'il dit. Les Iraniens, ce régime de Mollah, veut détruire l'État d'Israël. Et je vous invite à prendre au sérieux ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de prendre des coups, parce que Israël, au lieu de parler, frappe en permanence sans le dire. Mais le problème, c'est de savoir si oui ou non ils vont avoir une bombe nucléaire. Et le jour où ils auront une bombe nucléaire, ce sera irréversible. Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien, d'abord, ils n'auront pas la bombe nucléaire. Je connais le talent oratoire de mon ami Meir Habib, mais je voudrais lui dire quand même, je voudrais te dire que l'histoire de toute cette période du XXe siècle, je la connais aussi parfaitement. Bon, mais c'est pas parce que les dirigeants iraniens appellent la politique les aboiements qu'ils font contre les Juifs, contre Israël et contre même les États-Unis, qui créent l'unanimité dans leur propre société. Il faut tenir compte de ça. Je poserai simplement une question. Si tu étais iranien, Meir Habib... Me dépasserait ce régime. C'est un immense peuple, les Iraniens. On adore les Iraniens. Je suis en contact à Paris sans arrêt avec les opposants iraniens. Il faut les écouter. Je veux poser une seule question à Meir Habib. Est-ce qu'il faut leur faire la guerre ? Est-ce qu'il faut qu'Israël leur déclenche la guerre ? Répondez-moi à ça, c'est tout. Non, personne ne veut la guerre. Après les injures, les injonctions... Ce que je sais simplement,
c'est pour Eh bien alors connaître Benjamin Netanyahou. Mais alors, qu'est-ce Il ne que ça veut laissera dire à aucun La prix vigilance. les Iraniens La vigilance avoir la sont bombe là. nucléaire. C'est la seule question. Après, si Excusez-moi, jamais, on est en train de s'écarter moi, un petit ce qu'on peu du souhaite sujet, tous, parce que là, la question c'est Attendez, est-ce qu'on peut juste un mot. établir Ils une ne l'auront comparaison pas. entre la Shoah et l'Iran? Parce que la Shoah, elle a eu lieu, alors que l'Iran, on parle pour l'instant de quelque chose de plus ou moins fictif, on parle d'une Fictif. supposition. Enfin, ils sont en Est-ce train de- qu'on peut parler de Enfin, Shoah et de l'Iran travaillent. ensemble? Personnellement, Travaillent ça me choque. jour et nuit. Ça me choque. Netanyahou a amené des tonnes de documents qui prouvent par A plus B que les Iraniens ne font une seule Je ne chose. dis pas qu'il n'y a pas une menace, mais parler de Shoah, c'est pas excessif. Aujourd'hui, mais on est en plein dedans. Ils le disent. Ils disent on va détruire l'État. Ils disent qu'Israël est une tumeur cancéreuse. C'est ce qu'a été la Shoah. Alors ils le disent. Alors donc c'est bien, tout va bien. Il faut applaudir. Tout va bien. Non mais attendez, alors attendez. Évidemment qu'il J'ai faut pas 30 secondes. applaudir. Est-ce que Je peux avoir 30 Attendez, secondes. Daniel Chak, on Mais n'a pas oui, entendu le sujet. je peux avoir Daniel, 30 secondes Vous sur le demandez sujet. à Benjamin Petrovert qui Je demande à mes amis. C'est mieux. Je vais vous dire quelque chose. Je prends le débat d'un autre côté un petit peu. Mes deux parents sont venus de Tchécoslovaquie en 1947. Tous les deux rescapés des camps. Ils étaient des grands militants sionistes avant la guerre, ils le sont devenus encore plus après la guerre. Et ils ont vu avec fascination et amour ce pays grandir, se renforcer et devenir une puissance mondiale, crainte par tout le monde, avec la force de dissuasion. Ils ne sont plus en vie. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils auraient pensé à entendre un Premier ministre israélien à la tête d'un des pays les plus forts du monde, et heureusement qu'il est ça, tenir un discours de ghetto. Ils auraient applaudi. Ils auraient applaudi. Ils auraient applaudi. Ce n'est pas parce pour que ça. Non. ils auraient applaudi. Habib, je suis désolé. Ce sont mes parents. Je ne parle pas des vôtres. Alors, mes parents, je sais ce qu'ils auraient dit. Ils auraient dit honte à un Premier ministre qui tient un discours de ghetto. Ce n'est pas pour ça qu'on a construit cet État. Nous avons les moyens de dissuader les Iraniens. Les Iraniens sont des grandes gueules. C'est un régime horrible, méchant. Est-ce qu'il n'y en a pas assez de dire en permanence ce sont des grandes gueules et ils ne font que parler? Et la dernière chose, nous ne pouvons pas faire la leçon Ils sont responsables chez nous en France de l'attentat de la rue de Rennes, de l'attentat de Marseille Spencer, de l'attentat du Drakkar où 54 Français ont été tués, de tous les morts qu'il y a actuellement, parce que la guerre chiite-sunnite, c'est 800 000 morts qu'on voit actuellement. Ils sont peut-être indirectement responsables aussi du rapprochement extraordinaire de paix, pour dire à mon ami Jean-Pierre, que nous avons aujourd'hui avec les Marocains, avec le Maroc, et avec tous ces États arabes que les Israéliens sont en train d'avoir, et ça c'est magnifique. Parce que aujourd'hui, le fond de la question, c'est qu'il y a un danger vital pour l'humanité, pas simplement pour les Israéliens. C'est le régime, parce que ce que m'expliquait Netanyahou un jour, il m'expliquait qu'une bombe nucléaire, c'est pas une bombe, on rentre dans un abri, on sort et c'est terminé, tout va bien. Une bombe nucléaire, comme on l'a vu à Tchernobyl, comme on l'a vu quand il y a eu des accidents nucléaires. Pendant 10 ans, les femmes ne peuvent plus accoucher. Est-ce qu'Israël peut prendre ce risque? Est-ce que quand quelqu'un dit je vais détruire Israël, on doit lui dire ah non mais il s'amuse, c'est pas ça. Dans votre voix, soyez sérieux. J'aimerais bien redonner la parole à Paris parce que Frédéric Bedos, on vous a pas entendu sur cette question-là. Tout à l'heure, vous parliez du peuple iranien. Est-ce que ce peuple, c'est lui qui va arrêter ses dirigeants? En tout cas, il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que je pense effectivement que c'est assez choquant de tout mélanger. C'est-à-dire la Shoah, c'est une réalité tellement énorme, c'est vraiment un fait historique tellement énorme, incomparable. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que si on compare le guide suprême iranien d'aujourd'hui et Hitler à l'époque, mais ils font des dessins et des caricatures en citant la Shoah. Quand il a commencé le nazisme et le fascisme. On n'est plus en 1940, c'est justement ça. Nous sommes à la tête d'un État pas dans le ghetto. Aujourd'hui, pardon, Frédéric, vous parlez comme dans le ghetto. Nous ne sommes plus dans le ghetto, nous en sommes sortis. Frédéric Bedos. On revient. J'essaye de dire justement, là, on est vraiment dans... Évidemment que les propos du gouvernement iranien sont absolument horribles, insupportables. Voilà, on ne peut pas les supporter. On est d'accord. Alors on ne les supporte pas. Et on ne fait rien. Encore mais une fois, on a un régime qui était en déclin. Alors que de l'autre côté, on avait le nazisme et le fascisme qui étaient en plein essor quand le nazisme a commencé à mettre en place toute la politique de la Shoah. Donc vous voyez bien que ce n'est pas comparable. Maintenant, évidemment que le guide suprême roule des mécaniques avec des mots, etc.
Il lui reste plus grand-chose pour essayer de montrer, regardez, je suis toujours là, je suis fort, etc. Mais tout ça, voilà, c'est quand même un peu du vent. Alors, je comprends qu'il faut rester vigilant. Et il me aux gens semble qui que se font pour le pendre coup, du matin au soir, aux journalistes qui ont été massacrés, aux homosexuels pendus, allez leur dire que c'est du vent. Les forces... Mais on est d'accord là-dessus. Terminez, Frédéric. Attendez, laissez Frédéric terminer sa phrase. pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'aimerais que Frédéric Bedos termine sa phrase. Merci. C'est évidemment qu'il ne faut pas assimiler à tout ça. Donc encore une fois, on est face à un régime qui est en plein déclin, qui se raccroche aux branches en disant des choses insupportables pour exister. Ne rentrez pas dans ce genre de dynamique. Vous savez très bien qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus fort, vous avez des alliés extrêmement forts, vous avez effectivement les États-Unis, même avec l'administration Biden, ils vous laisseront pas tomber, c'est une évidence, ni même l'Europe. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas, faut pas non plus rentrer dans le monde a appris jouer aux Israéliens de ne avoir confiance qu'en eux-mêmes. Israël ne doit plus avoir peur. Pardon. Aux Israéliens d'avoir confiance en eux-mêmes. Pardon. Je voudrais juste remercier Frédéric Bedos parce que vous devez nous laisser. Merci beaucoup. Et en même temps, vous vous faites confiance, mais vous faites des alliés en ce moment, donc vous ne faites pas confiance qu'à vous-même. Merci beaucoup, Frédéric Bedos, d'avoir été avec nous ce soir. Elle a raison. Non, je dis simplement que l'histoire a montré qu'Israël ne peut avoir confiance qu'en lui-même. Lorsque un avion d'Air France, je l'ai rappelé, a été pris à Entebbe à l'époque. C'est exactement ce que je dis. Nous avons les moyens aujourd'hui de nous protéger. Alors, mon cher Danishek, vous avez été un ambassadeur de France pendant de longues années, vous connaissez mieux que n'importe qui la diplomatie. C'est justement pour éviter une guerre que les Iraniens doivent comprendre que les Israéliens sont déterminés à ne pas leur laisser avoir la nucléaire. On est tout à fait d'accord. Ce qui s'appelle la question, dissuasion. Comment on le fait? En hébreu, ça s'appelle Arta'a, la dissuasion. Oui. Pour qu'il y ait une vraie dissuasion, ils doivent comprendre que Netanyahou et Israël est sérieux. À partir du moment où ils savent qu'ils peuvent rouler le monde dans la farine, comme ils l'ont fait avec ces accords où ils auront à moyen terme ou à long terme une bombe nucléaire, à ce moment-là, on vient un danger vital, pas simplement pour Israël, pas simplement pour tous les pays arabes qui l'ont parfaitement compris, le dernier mais pour l'Europe, pour mon pays, la France aussi. Le dernier en fait, nous sommes d'accord. C'est juste qu'il est un tout petit peu trop proche de Bibi Netanyahou pour l'admettre. Vous êtes d'accord avec mes rabbis, Daniel? Oui. C'est bien la première fois que je vous entends dire ça. Non, mais je veux revenir sur le fameux débat avec Jean-Pierre Elkabbach la dernière fois sur l'Iran. Moi, je suis de ceux qui pensent... La démocrature, non. Non. Ah, je croyais. Non, on revient pas là-dessus. Non, pas ça. On a déjà parlé de ça la dernière fois, Jean-Pierre Elkabbach. Je suis de ceux qui pensent qu'avoir les Iraniens sur une très longue laisse, c'est mieux que de les laisser tout à fait libres, comme c'est le cas depuis la rupture du JCPOA, de l'accord, où ils ont en toute liberté repris l'enrichissement de l'uranium et se sont rapprochés aujourd'hui plus de la bombe nucléaire que ce n'était le cas avant. Aujourd'hui, qui est pas un politique. Écoutez Kochavi qui sait à peu près de ce dont il parle. Aujourd'hui. Oui. Il a dit exactement l'inverse que vous êtes en train de dire. Un mot, Jean-Pierre Elkabbach, pour conclure cette partie-là, parce que vous voulez réagir. Jean-Pierre. Non, je voulais dire que je suis plutôt d'accord avec Daniel Sheikh. Les Israéliens ont tous les armements, la dissuasion, une armée et un peuple qui est capable de se défendre. Et quand j'entends notre ami Meyer, j'ai l'impression qu'Israël peut avoir peur. Israël n'a pas peur. C'est normal que le Premier ministre Netanyahou dise ce qu'il dit, surtout le jour de la Shoah. Mais c'est de la stratégie globale et de la stratégie intérieure. Est-ce que vous savez, ce que j'ai découvert cet après-midi, qu'un ayatollah qui est rejeté par le régime et qui est toujours en Iran vient de se prononcer pour soutenir et les Juifs... Absolument, il a parlé hier sur la chaîne 12 en Israël. Il a parlé hier sur la chaîne 12 en Israël. Il disait, mon rêve, il est magnifique. Mais oui, mon rêve, c'est de venir un jour prier devant... Mais ça veut dire qu'il y a... C'est une belle conclusion. Jean-Pierre, va lui demander ce qu'il pense du régime des mollahs et du danger des mollahs, Jean-Pierre, et tu comprendras. Non, mais en tout cas, c'est une très belle conclusion pour cette partie. C'est peut-être une note d'espoir. Non, le plus grand mal parce que... Meyer, le plus grand mal parce que c'est lui qui souffre. C'est pas nous. Il sait ce qu'est le régime des Iraniens. Mais tu m'as pas répondu à la question. On aime le peuple iranien. C'est parce qu'on l'aime qu'on veut changer de régime. Est-ce qu'il faut faire
Est-ce qu'il faut faire la guerre maintenant? Mais personne ne veut faire la guerre. À l'Iran. On Est-ce parle de qu'il faut dissuasion, on parle pas de déclencher une guerre. opération militaire? Réponse de Meir Habib. Jean-Pierre Elkabbach sur Ah ben non, des interviews. C'est Oui ou exactement, non, Meir Habib? exactement. Et on se voit c'est là-dessus. pour éviter la guerre, justement, qu'il faut être fort et qu'ils comprennent qu'Israël est déterminé. Le jour où ils auront compris, ils n'arrêtent pas de prendre des coups. Leur Bien. chef, Mojé Marizadeh, a été fumé, ainsi que beaucoup de leurs chefs, leurs scientifiques. Ils doivent comprendre que les Israéliens sont déterminés et ils font le travail du monde entier. Bien. Le monde doit dire bravo à Israël. Et moi, Français, je le dis, on dit bravo aux Israéliens parce Et bravo à tous. heureusement qu'ils sont là. Et bravo à tous. Et on va dire maintenant bravo à notre invité du Grand Oral qui nous rejoint. Et nous accueillons le père Patrick Desbois dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Bonsoir Patrick Desbois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les larmes du passeur, c'est le nom de votre dernier livre aux éditions du Rocher. Ces passeurs, ce sont ceux qui aident les esclaves yézidis à fuir Daesh, parfois au péril de leur vie, parfois pour de l'argent. On en parlera ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, Père Patrick Desbois, revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur cette journée internationale de commémoration de la Shoah, puisqu'on vous connaît évidemment pour ce travail immense que vous faites depuis 15 ans pour recueillir, enregistrer les témoignages de ceux qui ont vu les massacres, ceux qui ont participé, parfois de gré, parfois de force. On en a parlé ensemble sur cette même antenne il y a un petit peu plus d'un an lorsque vous avez écrit un autre bouquin consacré à cette thématique-là. D'abord peut-être une question sur ces graffitis qui ont beaucoup interpellé nos téléspectateurs, inscrits aujourd'hui même sur le mur du mémorial de la Shoah à Paris en cette journée spéciale. On y découvre l'inscription, vous la voyez à l'antenne, Ouïghour 2021 égale Juif en 1941. Est-ce qu'on peut, Patrick Desbois, mettre côte à côte toutes les tragédies de l'histoire de l'humanité ? Non, la Shoah, je dirais malheureusement, reste unique. Il ne faut pas oublier, nous on a retrouvé les fosses communes de plus de 2 millions de Juifs. On a été dans plus de 2700 villages, on n'a jamais vu les Allemands ne pas y venir et tuer du dernier petit bébé à la plus vieille grand-mère handicapée. Il n'y avait pas d'exception et même aux Juifs convertis à l'orthodoxie. Ce génocide, malheureusement, je dirais, reste unique et doit être enseigné tel quel. C'est vraiment, je dirais, la pierre noire de l'humanité. D'ailleurs, on a posé la question à nos téléspectateurs sur votre page Twitter et Instagram. Vous êtes une très grande majorité, 63% à considérer que cette comparaison ouïghour et juif est totalement outrancière. Alors, Patrick Desbois, il y a une autre tragédie dont vous parlez. C'est celle des Yézidis, les larmes du passeur. On va rappeler qu'à partir de 2014, des pères de famille, des personnes âgées sont exécutés, jetés dans les fosses communes. Des milliers de femmes et d'enfants sont kidnappés, destinés à devenir des esclaves sexuels. Et vous, depuis le printemps 2015, vous avez parcouru 18 camps de réfugiés, principalement en Irak, et vous employez un vocable qui justement rappelle l'occupation, puisque vous parlez de ces passeurs qui sauvent des vies, parfois pour de l'argent, parfois au péril de leur vie. Nazis et Daesh sont-ils comparables ? D'abord, la première chose, c'est que Daesh n'est pas mort. C'est une grosse différence. Hitler est mort, Baghdadi est mort, mais Daesh n'est pas mort. Il a un nouveau chef dont personne ne se souvient du nom. Et Daesh continue. Il a des terrains entiers, je dirais, en Irak et en Syrie, mais aussi, je viens de téléphoner aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Daesh n'est pas mort. Et je crois qu'il faut aussi qu'on réenseigne aujourd'hui, comme instruction civique, ce qu'est Daesh et le danger. Daesh a ceci en commun du nazisme, c'est qu'ils sont d'accord de tuer tous ceux qui ne sont pas comme eux. La grande majorité des victimes de Daesh sont des musulmans. Je me rappelle, j'ai demandé à quelqu'un quelle était la condition, puisque nous avons 4 centres d'enfants yazidis qui ont été daéchisés et de femmes yazidis qui ont été daéchisées, qui sortent actuellement de Daesh. Et on a demandé à quelles conditions on pouvait tuer une femme musulmane. Et on dit par exemple si son sac à main brillait trop fort, ou bien si elle avait oublié un gant. Et j'ai interviewé pendant 8 heures la femme d'un juge islamique, la femme qui a été volée et violée, mais qui assistait à toutes les peines de mort que faisait son mari. Son mari avait fait 75 décapitations à Alep. Et j'ai dit quelle était la principale raison de la peine de mort. Ils m'ont dit parce qu'ils fumaient des cigarettes, ou ils écoutaient de la musique occidentale. Donc ils ont ça en commun, Daesh, c'est-à-dire d'assassiner quiconque n'est pas comme eux. Et mais ce qui est ils intéressant, ont cru en la jeunesse. Donc je dirais aujourd'hui, il y a malheureusement... Ce qui est tout de même intéressant, c'est que vous racontez dans cet ouvrage que les bourreaux ne sont pas que des Irakiens ou des Syriens. Vous parlez énormément d'Européens qui sont plus sadiques et plus radicaux que Daesh même. Vous parlez par exemple de cette djihadiste allemande qui a fait attacher une petite fille yazidie de 5 ans dans la cour de sa maison parce qu'elle avait fait pipi au lit et vous écrivez « elle a laissé mourir de soif ».
Ça veut dire qu'entre guillemets, les salauds, ils sont pas seulement de l'autre Ah oui, côté ça- du désert, ce sont des gens qui ont grandi avec la culture occidentale. Daesh a attiré des gens de partout. Il y avait des Français, il y avait des Belges, il y avait des Allemands, il y avait des Norvégiens, il y avait même des Australiens qui se teintaient les cheveux en noir. On a interviewé une fille qui était achetée par des Australiens. Il y avait des Américains, blancs et noirs. Il y avait des Ouïghours aussi, il faut quand même le dire. Il y avait des Palestiniens, il y avait des Jordaniens, il y avait des Saoudiens, des Libyens, des Tchétchènes. C'était une internationale, et c'est encore une internationale. C'est une idéologie qui attire beaucoup de jeunes, parce qu'en très peu de temps, finalement, ils deviennent quelqu'un. Ils deviennent le James Bond qui nettoie la planète. Noémie Aliwa. Il y a peut-être aussi de commun aux nazis et également à tous les grands bourreaux, si je puis dire, c'est cette déshumanisation. Comment est-ce qu'on arrive à cela, selon vous? Moi, j'aime pas le mot déshumanisation parce que j'ai rencontré les Daesh, ils sont comme vous et moi. Nous, on a des enfants qui ont été daéchisés, ils jouent au ballon, ils rigolent, etc. Puis tout d'un coup, je vous donne l'exemple. On est allé avec une journaliste de TF1. On est allé une journaliste de TF1 dans l'un des camps et elle a voulu rencontrer un des garçons qui est chez nous, et qui a 11 ans, et qui a tué des gens. Elle lui a dit, si tu m'avais trouvé, elle est française, si tu m'avais trouvé chez Daesh, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit, je t'aurais pas tué, mais je t'aurais torturé longtemps. Donc, je dirais, il y a une jouissance d'être tueur. Faut pas s'occulter. L'âme humaine n'est pas rigolote. Jean-Pierre Elkabbach, vous êtes à côté de Patrick Desbois et je sais que vous vouliez lui parler ce soir dans cette émission. D'abord, je veux dire toute mon admiration. Quelquefois, il y a une sorte de pudeur à dire à quelqu'un « je vous admire ». À lui, je lui dis, je lui répète « je l'admire ». Et je lui dis bravo. S'il y en a un à qui il faut dire bravo ce soir, c'est lui. Je le connais depuis 2005. Nous nous sommes connus grâce au cardinal Lustiger lorsque nous revenions du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, des camps de la mort. Il y avait Claude Lanzmann, Simone Veil, Jacques Chirac et le cardinal Lustiger qui m'a dit « écoutez ce qu'il fait ». Il ne veut pas trop en parler parce qu'il est discret. Et finalement, il en a parlé et il a révélé au monde la Shoah par balle. Là, tout à l'heure, Benjamin, vous avez parlé des esclaves yazidis. Parce que le Daesh avait transformé les femmes qu'il n'avait pas exécutées en esclaves. Et il y a encore des esclaves parmi des gens qui sont dans la région. Et d'autre part, ce qui m'a frappé, parce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps, dimanche, avec le père Desbois, ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit que les femmes étrangères, donc américaines, françaises, etc., avaient une complicité avec Daesh. Que quand elles arrivaient, on leur apprenait le maniement des armes, à utiliser les ceintures d'explosifs, et qu'elles étaient aussi terroristes que les uns et les autres. Et d'un seul coup, j'ai eu peur. Je me dis, mais les Françaises, les épouses des djihadistes, est-ce qu'elles sont restées Daesh? Et comment on peut les faire revenir sans qu'elles passent par un sas, comme il dit? Chez qui? Chez les musulmans, alors qu'il les a assassinés. Ils en ont assassiné. Et je lui pose la question, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, Père Desbois? Patrick Desbois. C'est sûr que les Occidentaux ont une place prééminente chez Daesh. Lorsqu'ils avaient le choix entre un occidental, par exemple un occidental engagé chez Daesh avait le droit de tuer quelqu'un à un barrage pour une désobéissance sans passer par le juge. Mais je prends un exemple. Une femme, Samantha, américaine, avait fait venir la CNN dans sa prison en Syrie en disant « j'ai rien fait, je me suis fait piéger, je me suis mariée à Hong Kong et je suis entrée par hasard en Syrie ». Et malheureusement, la CNN fait un Skype avec 2 esclaves qu'elle avait achetés. Moi, je retrouve les esclaves et un petit enfant de 10 ans qu'elle avait acheté. Et il me dit, oh maman, Sam, elle était super, Sam, des pistolets, tout le monde avait peur de Sam. Et après, je trouve une fille qu'elle a achetée pour son mari. Cette fille avait 14 ans. Elle était vendue au marché des esclaves par Daesh. Elle refusait d'être vendue, donc ils l'ont déshabillée, ils ont coupé ses vêtements au ciseau, et la belle Samantha l'a achetée pour son mari. Donc, je dirais, voilà ce que c'est. Il n'y a pas de femmes de djihadistes, ce sont des djihadistes. On ne quitte pas la France, Bruxelles, Strasbourg, Munich ou la Norvège pour rejoindre Daesh sans être Daesh. C'est très intéressant ce que vous dites ce soir. Très intéressant. Benjamin Pétrovert, je voudrais vraiment rendre un hommage vibrant à Patrick. Patrick est un géant. Patrick est un juste parmi les nations. Patrick est un chrétien
resplendissant, qui fait tellement pour la chrétienté, pour le monde, pour le judaïsme, pour l'humanité, pour nous tous. Et il le fait dans l'ombre, il le fait au péril de sa vie. Je connais comme Jean-Pierre depuis des années Patrick Desvoy. Merci de l'avoir invité dans ce jour si particulier. Parce que c'est en fait finalement en écoutant Patrick Desvoy, il y a la réponse à toutes nos questions de tout notre début d'émission. De comprendre ce que c'est que le djihadisme, l'islamisme radical et de comprendre que c'est pas simplement un jeu. Lorsqu'on entend de la bouche de Patrick, et j'étais à Babillard et j'ai vu et j'ai pleuré parce que il y a 2 ans j'étais en Ukraine justement et j'ai vu le travail phénoménal qu'a fait Patrick Desvoy et là il fait un travail qui continue et vraiment c'est un géant, c'est un génie et c'est merci d'être avec lui ce soir. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage vibrant, mon cher Benjamin Petrover. Daniel Sheikh. Très brièvement, je vais Ce juste qui n'est dire... pas vrai, c'est que je suis un type tout simple. Oui, un type tout simple, Modeste. mais quand même génial, Voilà, Patrick ce que dit, Desvoy. Le père Desvoy. Non, je veux simplement Daniel dire... Sheikh, ensuite Jean-Pierre Là, il y Cavache. a unanimité. Là, Daniel. Non, je veux juste il y a simplement unanimité. dire que malheureusement, l'histoire et le monde sont pleins de génocides et de crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas en manque. Mais que pour plein de raisons, dont certaines le Patrick Desvoy vient d'énumérer, la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale a une spécificité quand même très particulière. Et c'est la raison pour laquelle je conseille toujours à tout le monde, y compris à mes compatriotes israéliens, de manier le vocabulaire de la Shoah avec beaucoup de prudence, par respect de la mémoire de ceux qui ont péri. C'est une grande tentation de faire des comparaisons, d'utiliser ce langage parce qu'il est frappant, mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup bon escient. oui, exactement. Patrick Desvoy, j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Je vais rappeler la sortie de cet ouvrage de l'arme du passeur aux éditions du Rocher. Jean-Pierre Elkabbach, je sais que vous avez encore énormément de questions à lui poser. Vous avez de la chance. Vous êtes au studio parisien avec lui, donc vous pourrez continuer à échanger tous les deux. Un grand merci Jean-Pierre Elkabbach d'avoir été avec nous. Merci Meir Habib, merci Daniel Sheikh. Noémie, aidez-moi parce que vous savez que en Israël, voilà. Ce moment depuis tout à l'heure. Voilà. C'est Alors vous savez qu'en Israël, il y a une tradition, c'est d'enchaîner le deuil avec la joie. C'est le cas notamment au printemps, quand le jour du souvenir, Yom HaZikaron, s'enchaîne avec Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Et hasard du calendrier, aujourd'hui que s'achève cette journée d'hommage aux victimes de la Shoah, eh bien commence Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. En Israël, l'un des 4 nouvel ans. On célèbre la nature qui commence à renaître. Alors, chers amis, c'est la première fête écologiste Dans l'histoire. qui a 3000 ans Il y a d'existence. 3000 ans d'existence. Alors, on se quitte. Je vous laisse goûter ces fruits. Il y a de tout, pour tous les goûts. Chacun son côté. Covid-19 oblige. À toutes et à tous, très belle soirée et à demain. Nous sommes tous vaccinés.